400 000 ans, c'est l'intervalle qui nous sépare des premières traces de domestication du feu. En comparaison, la première machine capable de faire du froid a été inventée en 1858 par Charles Tellier, soit il y a 164 ans. Mais pourquoi une telle différence entre la maîtrise du feu et la maîtrise du froid? Eh bien pour ça, il va falloir parler thermodynamique. Déjà, qu'est-ce que le froid pour commencer? Une question en apparence simple, mais qui peut être trompeuse. On en a plusieurs définitions, dont deux principales, une macroscopique et une microscopique. Nous allons nous contenter de la définition macroscopique, c'est-à-dire celle qui correspond à notre échelle. Pour cette définition, le froid n'est pas un paramètre à proprement parler, mais l'absence d'un autre paramètre, la chaleur. Cette dernière va toujours dans le même sens. Elle va de l'objet le plus chaud vers l'objet le plus froid, jusqu'à ce que leur quantité de chaleur soit à peu près égale. On peut voir ça comme des sortes de vases communicants. Un corps nous paraît froid lorsque, si l'on le touche, c'est notre chaleur qui va vers lui. Inversement, si c'est lui qui nous donne de la chaleur, on le ressentira comme chaud. On peut donc résumer ici le froid comme l'absence de chaleur. C'est comme le vide qui est défini non pas comme un paramètre spécifique, mais comme l'absence d'air. En fait, on connaissait le froid bien avant 1858, évidemment. À l'Antiquité, par exemple, on l'utilisait déjà sous forme de glace pour diluer le vin. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de fabriquer du froid sur place. On n'a pas besoin d'aller le chercher dans un lieu froid, comme par exemple une montagne. Et pour ça, il a fallu que la thermodynamique se développe. Cette discipline un peu étrange est une branche de la physique-chimie qui étudie les échanges dynamiques de chaleur thermo. Et un des piliers de la thermodynamique stipule que la quantité d'énergie pour un système fermé reste constante. On ne peut donc ni en créer ni en détruire. Si on ne peut pas la créer ou la détruire, l'énergie peut en revanche se transformer. Et il en existe tout plein de formes qui sont toutes plus ou moins utiles. L'énergie électrique désigne par exemple l'électricité utilisée dans les ordinateurs ou encore les moteurs électriques. Et la chaleur, énergie thermique, est une autre forme qui n'est pas aussi utile. Comprenez par là qu'il est difficile d'en faire ce que l'on veut. Il y aura ainsi par exemple souvent des pertes là où d'autres types d'énergie sont bien plus efficients. On a maintenant les bases pour faire notre appareil à faire du froid, plus communément appelé frigo. Pour bien appliquer la thermodynamique, sans trop se compliquer la vie, on va avoir besoin d'une pièce fermée, disons la salle à manger, qui représentera l'environnement extérieur. Pour créer du froid dans la boîte, il faut surtout retirer de la chaleur, de l'énergie thermique, qui va être restituée à la pièce. On pompe la chaleur si vous préférez, et comme la boîte est hermétique, on garde le froid où l'on le souhaite, de sorte qu'il ne puisse que difficilement s'y échapper. Et ça tombe bien, car pomper de la chaleur est tout à fait possible par compression-décompression d'un gaz en circuit fermé. Ce que l'on va faire ici parce que c'est le système le plus répandu et j'ai pas trop envie de m'embêter à faire le reste. Prenons un espace restreint, j'y mets une certaine quantité de gaz, disons 50 molécules. Cet espace présente un certain volume et par définition, un gaz va toujours en utiliser la totalité mise à disposition. Maintenant, on va regarder une phase plus en détail. Cette dernière reçoit pour un intervalle de temps donné un certain nombre de chocs. Si l'on prend une autre face, on n'aura pas nécessairement la même valeur, mais elle devrait être relativement proche de la précédente. Chaque particule qui vient se fracasser sur une face transmet une petite quantité de son énergie cinétique, on pourrait dire vitesse, en force qui, à elle seule, est vraiment minuscule. En revanche, si l'on considère la moyenne de toutes les forces sur toutes les faces de l'espace, on a une force qui devient non négligeable, c'est la pression. La température, quant à elle, peut être perçue à travers l'énergie cinétique, on va dire ici vitesse, des particules. Plus la température est élevée, plus la vitesse des particules est élevée. C'est une loi qu'on va prendre pour acquise. Comme la formule de l'énergie cinétique est 1/2 fois masse fois vitesse au carré, la seule chose que les particules peuvent augmenter est leur vitesse, leur masse restant fixe. Donc, plus la température augmente, plus les particules vont vite. On prend maintenant ces trois paramètres, volume, V, pression, P et température, T. Le nombre de particules, N, va lui rester constant, c'est-à-dire 50. Maintenant, on fixe la température. Si le volume de la boîte diminue, le nombre de chocs par surface va augmenter, donc la pression va augmenter. Dans le cas précis d'un gaz, le volume et la pression vont diminuer ou augmenter de sorte que leur produit soit toujours égal à une même constante qui dépend de la température. PV égale nRT est la loi dite des gaz parfaits qui s'applique ici. N et R étant des constantes dans notre cas, respectivement 8.30 fois 10 puissance moins 23 et 8.314, on remarque que ce qui est à gauche, P fois V, ne dépend exclusivement que d'un seul paramètre, la température T. J'introduis donc rapidement ce diagramme parce qu'on va l'utiliser plus tard.
On l'appelle diagramme de Clapeyron ou diagramme pression-volume. Chaque courbe est à la même température. Et ce que l'on voit, c'est que pour une même pression, le volume augmente en fonction de la température et pour un même volume, la pression augmente en fonction de la température. Si maintenant je prends différents volumes et leur pression correspondante pour une même courbe de température, j'obtiendrai toujours que P fois V est égal à une constante N fois R fois T. Ce graphique est extrêmement utile pour décrire des transformations. Si je prends un point de départ qui a une certaine pression et un certain volume et un point d'arrivée qui a une autre pression et un autre volume, le gaz a fait une transformation dite isotherme car il est resté sur la courbe de température T1 durant la totalité du trajet. On peut dès lors décrire le périple de notre gaz dans le système qui va être utilisé pour refroidir notre boîte. Le graphique est ici légèrement différent car le gaz subit en effet une transformation et passe de l'état gazeux à l'état liquide. Tout commence à l'étape AB où le gaz va être comprimé par le compresseur. Le but de ce composant est simple, diminuer fortement le volume du gaz en augmentant fortement sa pression. Il en résulte une hausse de température. De B à B', le gaz se refroidit légèrement, car pour une même pression, son volume diminue. Durant l'étape B'C, le gaz se liquéfie avant de passer dans le condenseur. Il va progressivement perdre en température, on le remarque car il a quitté la courbe T1. Entre C et D, le liquide est détendu violemment par le détendeur. Il en résulte une perte fulgurante de pression et un gain fulgurant de volume. Durant l'étape DD', le liquide passe par l'évaporateur où il va progressivement se retransformer en gaz. L'évaporation demandant beaucoup d'énergie, il va capter la chaleur à l'intérieur de la boîte durant l'étape D'A avant de retourner dans le compresseur. Si l'on résume, le gaz est compressé puis décompressé dans un cycle. Entre ces deux étapes, il en profite pour capter et céder de la chaleur à travers deux composants, l'évaporateur et le condenseur. Et en même temps, il se vaporise aux alentours de l'évaporateur et se liquéfie aux alentours du condenseur. Cela donne donc en version simple 1. Compression 2. Perte de température du gaz 3. Transformation du gaz en liquide 4. Perte de température du liquide 5. Décompression 6. Évaporation 7. Gain de température du gaz. A savoir que l'on utilise plusieurs types de gaz réfrigérants selon la plage de température à atteindre. La courbe de température T1 est aux alentours des 60 degrés pour un frigo classique et le cycle descend jusqu'à -20 degrés en courbe de température T2. Bien entendu, la chaleur du gaz est évacuée par le condenseur à l'extérieur dans l'environnement. Cela signifie que pour chaque degré perdu dans la boîte, on augmente un peu plus la quantité de chaleur libérée dans la pièce. Un climatiseur suit rigoureusement le même principe. À la différence qu'un ventilateur proche de l'évaporateur souffle l'air froid dans la pièce et un autre proche du condenseur souffle l'air chaud en dehors. Pour un maximum d'efficacité, il est nécessaire de rendre la pièce climatisée aussi hermétique que possible. Car comme pour un frigo, toute fuite, comme par exemple une porte ouverte, fait tourner l'appareil pour rien ou pas grand chose, ce qui ne fait que gaspiller de l'énergie. Personne ne laisse la porte de son frigo grande ouverte à ce que je sache et il devrait en être de même pour la clim. Voilà chers amis, il est temps de nous quitter. Mais ne vous inquiétez pas, nous nous retrouverons bientôt dans l'épisode 2 pour découvrir les mystères pas si mystérieux des écrans LCD. Allez, je vous laisse. Je me prendrai bien un café moi, tiens.